paru intéressant d'organiser cette discussion parce que, évidemment, la Startup Nation est devenue un sujet assez énorme, que ce soit politiquement, économiquement, même sur le point de vue sociétal. Ça a été un chamboulement quand même assez majeur, je trouve, et très rapide, donc c'est quand même une histoire, je trouve, vachement intéressante à raconter. Et on a eu l'opportunité d'organiser ça avec Paul, qui est donc député depuis 2 ans, depuis 2 ans, et très actif sur ce sujet. Il a donc été rapporteur en chef, rapporteur général sur ce sujet, enfin sur le sujet de l'investissement en start-up. Et je le laisserai se présenter un peu plus rapidement après. Mais donc voilà, c'était l'occasion de réunir un peu les acteurs de l'écosystème. Donc là, il y a pas mal d'entrepreneurs, de business angels, de VC, de corpos, de banquiers qu'on a conviés. Donc voilà, c'est cool de vous voir. En gros, on va parler 45 minutes tous les trois. On va faire ensuite une petite session de questions-réponses. On va essayer de pas de trop passer de temps sur les trucs ultra techniques de fiscalité, de défiscalisation et tout ça. Même ça, c'est un feedback pour moi. Arrêtez-moi quand je suis trop chiant. Vous pourrez vous faire plaisir sur la défisque lors du cocktail après avec Paul. On organisera une salle spéciale où Paul répondra à toutes les questions jusqu'à 23h. Et voilà, donc on parle 45 minutes, 15 minutes de questions-réponses, et puis ensuite on boira un petit verre. Je vous laisse peut-être vous présenter, Charlie et Paul. Bonsoir, je m'appelle Charlie Perrault, je suis chef du service Startup aux Échos. Donc on a une page tous les jours dans le journal, ainsi qu'une newsletter quotidienne. Et j'ai aussi une newsletter hebdomadaire sur LinkedIn. Génial, bonsoir à tous, merci infiniment pour l'invitation. Donc moi, Paul Midi, je suis député de l'Essonne. Ma circonscription, c'est 80% du plateau de Saclay, donc tout l'écosystème d'innovation Paris-Saclay que j'espère vous connaissez bien. Et avant d'être député, j'ai essentiellement été entrepreneur, beaucoup dans le e-commerce. Pour citer deux aventures, j'ai fait toute l'aventure Jumia, qui est le Amazon africain. Moi, j'étais CEO de Jumia Travel, qui est un équivalent de Booking.com ou Expedia. Et puis, j'ai été directeur général de Frishti, que vous connaissez si vous êtes parisien. Voilà, parmi d'autres expériences, j'ai aussi dirigé La République En Marche, qui est une autre forme de start-up, avant d'être élu, donc il y a à peu près 2 ans. Et donc, très focalisé sur les sujets évidemment développement de notre écosystème, et c'est le rapport et la mission que j'ai conduite pour le gouvernement l'année dernière et qu'on continue évidemment à travailler dessus. Et puis sur le deuxième axe, c'est la régulation de l'innovation du numérique, parce que quand vous créez des boîtes avec plein de nouvelles activités, il y a un moment quand même, il faut un peu réguler. Et à ce titre-là, je suis rapporteur général de la loi numérique, qui est beaucoup sur des sujets cyberharcèlement, arnaque en ligne, exposition des mineurs à la pornographie, mais aussi régulation d'un certain nombre de nouvelles activités comme les JONUM. Si vous avez entendu parler, c'est l'activité par exemple de Sorar, de Stables, qui est une des boîtes du PLU. Voilà, donc très content d'être avec vous ce soir et à dispo pour un échange. Merci. Première question piège. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Paul, définir ce que c'est qu'une start-up et ce que c'est qu'une deep tech? Parce que comme tu en parles souvent dans le rapport, ça marche. J'aimerais que les choses soient claires. Ouais, et bien, start-up, il faut partir de ce que ça veut dire. Start-up, c'est une jeune entreprise en capacité, en volonté de faire de la forte croissance. Et généralement, l'outil principal de la forte croissance, c'est l'innovation. Il y en a quelques autres, mais l'outil principal pour vraiment faire de la forte croissance, c'est l'innovation. Donc c'est une jeune entreprise innovante en bon français. Et on appelle ça ou PME innovante ou PME en croissance. On met les termes qu'on veut, et moi en fonction de à qui je parle de start-up ou de PME. Tout ça c'est le même objet, c'est j'innove, j'ai une volonté de très forte croissance, et donc j'utilise les outils de la forte croissance, notamment les levées de fonds. Voilà, donc ça c'est pour start-up. Il n'y a pas quelque part dans la loi une case start-up définie officiellement? Non, il y a un statut de JEI, jeune entreprise innovante. Et ça, c'est alors un petit peu plus restrictif que ce qu'on appellerait start-up ou PME innovante ou PME en croissance. Mais je dirais c'est ce qui se rapproche le plus et ce qui est le plus formel. Mais le mot start-up n'existe pas dans la loi. Et pour start-up deep tech, pareil, on fait une bonne traduction. Et là maintenant, on a un statut dans nos textes qui s'appelle JEIR, Jeune Entreprise d'Innovation de Rupture. Donc c'est une start-up qui fait de l'innovation de rupture, donc plus que de l'innovation marginale, et avec souvent des innovations qui sont issues des laboratoires de recherche ou de nos universités, parce que voilà, qui donnent lieu très vite à des brevets.
voilà, c'est une innovation profonde ou une innovation de rupture, mais on a un bon terme maintenant, c'est JEIA. Donc une deep tech peut faire de l'agritech, de l'IA. Il y a de la deep tech dans tous les secteurs. Mais souvent, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y a un gros recouvrement entre les startups deep tech et les startups industrielles. Ce qui nous intéresse beaucoup, parce que dans le focus qu'on a sur les startups deep tech, c'est aussi une façon de faire un focus sur les startups industrielles qui sont bien en cohérence avec notre objectif de réindustrialisation épique. Je vois que tu as le petit badge des 10 ans de la French Tech. Bien sûr. Les Sonessors à Bercy il y a quelques semaines, mais bon. Il y a 10 ans d'ailleurs, tu faisais quoi exactement? À 10 ans, donc on est en 2024, moi j'étais en 2014, je quittais McKinsey et j'allais chez Jumia. Je partais diriger Jumia Travel, donc Jumia venait de se créer. Et puis c'était des anciens de McKinsey du Bureau de Paris que je connaissais qui avaient créé le groupe et ils cherchaient quelqu'un pour aller développer Jumia Travel et on est passé en quelques années de 0 à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, j'ai pris mes bagages pour aller en Afrique. Et tu crois qu'il y a 10 ans, quand on a fêté les 10 ans 2013, 2023-2013, tu penses que c'était un peu le point d'inflexion, pas dans la French Tech. À partir de quand tu crois que là ça a commencé vraiment à prendre de l'ampleur? Je pense qu'on peut, moi je mettrais les dates un peu d'ailleurs qu'on reconnaît dans les 10 ans, c'est-à-dire tu vois le 2013, 2012, 2013, 2014, c'est-à-dire à partir du moment où il y a eu l'existence de la French Tech. Je pense que ça c'est moi je donnerais ça comme première étape, évidemment pour tous ceux qui avaient innové avant et qui avaient déjà fait des startups avant, il existait déjà des choses, mais l'ambition politique notamment et collective de se dire c'est un sujet dont il faut qu'on s'approprie au niveau national, ça doit être une politique publique, c'est important, ça a des objectifs et de création d'emplois et de souveraineté technologique et de transition écologique. Moi je le mettrais à partir de ce moment-là. Donc dans l'ère pré-Macron, même si évidemment il me semble que le président de la République, alors je suis évidemment toujours subjectif et biaisé quand on parle d'Emmanuel Macron, mais je pense qu'il y a donné une accélération extrêmement forte et le sujet pour la première fois a été porté au niveau du président de la République et comme on est en 5e République, ça a quelques avantages parce que beaucoup de choses se passent quand le président de la République s'y colle. La création, le lancement de la French Tech que tu évoquais, et c'est vite accompagné de beaucoup de communication, donc ça fait beaucoup de bruit, ça a excité tout le monde très vite. On a vite commencé à parler de licorne. Je ne sais pas si déjà parce qu'à l'époque tu étais chez Jumia ou bientôt, peut-être encore chez McKinsey, mais à l'époque, parce que ce terme de licorne a fait quand même beaucoup parler, parce que c'est devenu même un indicateur, un objectif chiffré que s'est donné le président de la République. Et c'est un indicateur qui a tout de suite fait débat, parce que par définition, licorne égale valorisation, donc égale fonds levés, beaucoup de fonds levés. Qu'est-ce que tu penses toi de l'apparition de cet indicateur, de cette notion de licorne? Je pense que c'est un bon indicateur de moyens, mais ça n'est pas un indicateur de résultat. C'est un terme, comme tu l'as dit, qui a été très à la mode et honnêtement qui faisait rêver au début. Quand j'étais chez Jumia, on voulait devenir une licorne. Je veux dire, il n'y avait pas de débat, est-ce que c'est bien, pas bien, est-ce qu'il faut lever des fonds, pas lever de fonds. C'est évidemment maintenant un petit peu plus désuet, voire critiqué, parce que c'est un indicateur de moyens. Et je considère que ça reste un bon indicateur de moyens. Pourquoi ? Parce que, évidemment, nos indicateurs de résultats, c'est quoi ? C'est est-ce qu'on crée de l'emploi ? Est-ce qu'on réindustrialise le pays ? Est-ce qu'on est plus souverain sur certaines technologies importantes du futur? Et est-ce qu'on arrive à faire la transition écologique, en particulier avec le chemin que nous on propose, c'est-à-dire un chemin de croissance et de réindustrialisation, mais même en faisant la croissance et la réindustrialisation, de faire le zéro carbone à 2050. Donc on a besoin d'innovation, d'efficience. Ça, c'est les objectifs de résultats. Et sur pas mal de ces objectifs, les 10 dernières années, on a cartonné avec la French Tech. Mais on n'en parle pas assez, on pourrait y revenir. Mais si on regarde cet objectif de moyens, pourquoi ça me paraît être toujours un bon objectif, ou en tout cas de regarder le montant levé? On peut regarder les corps, on peut regarder autre chose. Pourquoi c'est important? Parce que j'entends souvent dire « Ah oui, non mais il n'y a pas que les levées de fonds et tout ». Non, bien sûr, il n'y a pas que les levées de fonds. Mais moi, je suis responsable politique. Je veux qu'on aille au plein emploi. Il faut qu'on crée entre 1 million et 1,5 million d'emplois.
La French Tech et nos startups, nos PME innovantes, elles ont créé entre 300 000 et 500 000 emplois. Pour arriver au plein emploi, on a besoin qu'elles continuent à en recréer des centaines de milliers d'emplois. Mais elles ne vont pas créer des centaines de milliers d'emplois sans faire de levée de fonds. Donc aujourd'hui, quand on voit les levées de fonds qui baissent, c'est pas un drame pour l'écosystème. C'est chiant parce que ça ralentit des projets, il y a des projets qui vont peut-être pas voir le jour, il y en a qui vont mourir alors qu'ils ne seraient pas morts, mais ça n'est pas dramatique. Quand j'étais chez Jumia, nous on était sur des cycles encore plus volatiles parce que les économies africaines sont très corrélées au baril du pétrole, et donc quand ils baissent, je peux te dire que là, tes clients ils n'ont plus d'argent. Et donc, moi j'ai connu des volatilités très fortes. On devenait fou, on recrutait c'est le seul indicateur qu'on regardait avec les actionnaires, c'est combien de personnes on a recruté. Est-ce qu'on a recruté 1000 ou 2000 le mois dernier, et 6 mois après, c'était ah non, surtout pas, quelle horreur, il faut absolument faire la profitabilité. Et 6 mois après, on repartait sur tout. Donc les cycles, c'est pas mal, parfois de faire des percroissances parce que c'est bien d'avoir un focus, parfois de bien travailler la profitabilité parce que c'est quand même important, mais c'est pas très grave pour l'écosystème. Mais moi, à titre politique, je trouve ça très grave. Parce que derrière chaque centaine de milliers d'euros levés, il y a un emploi en moyenne. Donc à chaque fois qu'on fait 100 000 euros de plus, c'est un emploi de plus. Un emploi créé. Mais à chaque fois qu'on fait 100 000 euros de moins, c'est un emploi en moins. C'est la beauté du système et c'est pour ça qu'on investit de l'argent dedans. Donc moi je regarde de très près les levées de fonds. C'est très important qu'on lève le plus de fonds possible. Moi je pousse les startups à lever le plus de fonds possible parce que c'est comme ça qu'on atteindra nos objectifs. Et après, aux financiers, de s'assurer que tout ça tient. Voilà. Donc, moi, je fais pas... je comprends et complètement aligné sur le fait que, bien sûr, c'est extrêmement réducteur et qu'on regarde peut-être pas... quand on fait un business, on regarde des indicateurs de moyens, mais il faut quand même d'abord regarder ces indicateurs de résultats. Donc, on n'a pas assez regardé les indicateurs de résultats, mais c'est pas pour autant qu'il faut arrêter de regarder les indicateurs de moyens. Est-ce qu'en fait les entrepreneurs n'étaient pas non plus, entre guillemets, éduqués à tout ça? C'est-à-dire qu'ils ont levé tous très très vite, et puis là on le voit depuis 2 ans, enfin il y en a, ils sont complètement soit en burn-out, parce que là ils n'arrivent plus, enfin ils apprennent qu'il faut être rentable, ils n'arrivent plus à lever, ils doivent licencier des gens, ça leur est jamais arrivé. Est-ce que tout ça en fait, ça n'a pas été trop vite? Oui, bien sûr, je pense que tu as raison. Je rajoute un point qui est... évidemment, il y a un peu cette ambiance de concours, je vais essayer de ne pas être vulgaire, mais effectivement dans une vision parfois un petit peu machiste de ce que c'est que le leadership, et donc on mesure la taille de son résultat, de son entreprise à un niveau de levée de fonds. Donc ça oui, j'espère qu'on va en sortir, et j'espère qu'on en parlera parce qu'il faut aussi qu'on féminise l'écosystème, et peut-être ça changera aussi un certain nombre de sujets. Après, bon, ce que tu pointais exactement, bien sûr, plus la volatilité est forte, plus on fait aussi des conneries. Moi, j'ai été dans des moments où on a embauché vraiment à tout va, et parfois c'est utile, mais parfois tu fais des erreurs. Et effectivement, le jour où tu dois aller faire la rentabilité et te séparer de collaborateurs, c'est une autre histoire. Donc il faut effectivement faire quand même attention. Quand je disais que ce n'est pas trop grave qu'il y ait de la variabilité, c'est pas trop grave, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de volatilité et qu'il n'y ait pas suffisamment de prise de recul de nos entrepreneurs et des entrepreneuses sur cette volatilité. Et puis il faut faire attention parfois à ne pas croire à sa propre histoire. C'est-à-dire que... ou pas croire parfois à ce que les gens écrivent dans les journaux de vous, en bien ou en mal. C'est pas parce que vous avez levé 1 milliard que vous êtes la star absolue. Voilà. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas levé 1 milliard que vous êtes un idiot fini. Voilà. Donc il faut aussi prendre du recul vis-à-vis de ça. Mais voilà, tout ça étant dit, ça n'empêche pas que c'est très important de lever le plus de fonds possible et on a un problème de financement. Voilà. Toi, t'es politique donc, là on est dans l'écosystème de start-up, mais donc toi, ton métier en gros, surtout en ce moment, c'est de rapporter, enfin d'amener un maximum d'argent investi dans les start-up. Est-ce que ça c'est facile à assumer politiquement avec tous tes collègues qui eux ne bossent pas avec les start-up et doivent tous serrer les vis budgétaires, et est-ce que tu arrives à te faire entendre au reste du pays, enfin, en tout cas au reste de la classe politique avec qui tu bosses? Moi, merci de te soucier de moi, je suis très à l'aise. Non mais je plaisante, mais je vais t'expliquer pourquoi. Si j'étais député LFI, ça serait peut-être différent.
Moi, ce que je porte est en cohérence à 100% avec les objectifs politiques qu'on a affichés, pour lesquels Macron a été élu 2 fois, et pour lesquels j'ai été élu moi. Et donc on n'est pas anti-business, on est plutôt pro-business, pour faire simple. Mais pareil, je reviens à nos objectifs. Emploi, transition écologique, j'enlève même les sujets de souveraineté et tout. Quand on fait la mesure jeunes entreprises, on va y aller, je ne serai pas trop technique. C'est une mesure qui est rentable pour l'État. C'est rentable en 3 ans. Donc il faut, et moi je pousse, et je n'ai aucun état d'âme, à pousser pour qu'on y dépense le plus d'argent que l'écosystème est capable d'absorber. Évidemment, parce que l'idée n'est pas de créer des boîtes inutiles avec des gens qui ne savent pas du tout les gérer. Voilà. Mais dans la capacité de l'écosystème, l'argent public ne devrait pas être sur cette mesure-là un facteur limitant. Donc non, pas du tout. Et après, et ça, c'est entendu comme argument par tes collègues? Alors, par mes collègues, oui. Par les budgétaires, moins. Parce qu'évidemment, je fais un raisonnement d'entrepreneur, mais la façon dont on construit le budget, il n'est pas construit comme ça, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Ça n'est pas construit en forme de rentabilité. Et donc, ou sur retour sur investissement. C'est pris en compte par les budgétaires à Bercy. Mais ce que je vais chercher, et c'est chacun son job, un budgétaire à Bercy, c'est qu'il doit boucler un budget avec un déficit donné et des ressources données et des dépenses données. Voilà. Et il faut que ça boucle. Il faut que ça boucle chaque année. Parce qu'on a aussi des engagements vis-à-vis des électeurs, mais aussi vis-à-vis de nos partenaires européens. On lève des milliards et des milliards et des milliards d'euros de dettes chaque mois, des dizaines de milliards d'euros, parce que chaque année on lève à peu près 250 milliards de dettes. Et donc on a des créanciers qui regardent ces indicateurs-là. Donc bien sûr c'est pris en compte, parce que le ministre de l'économie n'est pas idiot, les budgétaires à Bercy ne sont pas idiots, mais par contre la mécanique budgétaire elle est un petit peu perpendiculaire à ce type de raisonnement. Juste, tu sais bien de lever beaucoup, tu l'as dit. Mais il y a des choses qui... Alors ça, on l'a fait pendant 10 ans, c'est super, on a atteint des montants records. Mais tu parles... D'ailleurs, à chaque fois qu'on échange, tu parles beaucoup moins d'exit. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est ça qui pêche quand même depuis quelques années? C'est-à-dire qu'il y a très peu de boîtes qui arrivent à vendre. Et puis alors, je ne parle même pas des IPO. Oui, tu as effectivement 2 sujets dans ta question. Je pense que le fait qu'au fur et à mesure du financement de nos entreprises, le financement étranger non européen, souvent américain, mais non européen, est de plus en plus gros. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'ils partent là-bas ou que la boîte est rachetée ou quoi que ce soit, mais qu'au fur et à mesure, il y a une forme de souveraineté qui est un peu grignotée via le financement. Donc ça, oui, c'est un sujet, c'est un problème. C'est pour ça qu'il faut qu'on augmente le financement français et européen, mais il faut aussi être conscient, et on y reviendra peut-être, je ne veux pas rentrer trop vite, mais qu'on a un gap de financement vis-à-vis des pays anglo-saxons qui est énorme, lié au fait qu'on n'a pas de fonds de pension. Voilà, on peut y revenir, mais... Donc, ça, premier élément, mais oui, c'est un sujet. 2, effectivement, il y a assez peu d'exit. 3, encore moins d'IPO. Et donc, il faut, c'est un système qui est dynamique au global, hein, c'est pas juste on met de l'argent, il y a aussi de l'argent quand on rachète, il faut que les investisseurs puissent sortir, il faut qu'ils rentrent, il faut qu'ils puissent sortir. Et donc, oui, je pense que là, on n'est pas bon. Alors, je le dis parce que, bon, après, il y a une 3e partie, donc j'essaie de ne pas trop mélanger les sujets, mais ça fera partie des sujets prospectifs d'une loi qu'on va essayer de faire passer sur l'attractivité financière de la place de Paris, notamment pour améliorer notre capacité à faire des IPO en France et en Europe. C'est un petit élément pour commencer à paver la route vers la réouverture des IPO, mais ça on pourra en parler, il y a plein d'autres sujets pour le faire. Mais oui, c'est un sujet, il faut aussi que nos grands groupes fassent plus de rachats, fassent plus d'investissements. Donc oui, vrai sujet évidemment que tu poses. Surtout que l'année 2023 a été très faiblarde en termes d'exit, que ce soit en nombre d'exits ou en valorisation d'exit. Au Q4 2023, je regardais encore les chiffres ce matin, la valeur médiane d'un exit en France c'était 10 millions d'euros. Donc ça veut dire que là c'est impossible de boucler, de boucler la boucle, s'il y a la boucle du financement, si au début les BA ils investissent à valo 1 million, enfin plutôt 3 millions maintenant, le VC investit à valo 10,
et ben c'est déjà terminé en fait. Si l'exit est à la 10, c'est pas possible. Donc il y a un énorme sujet, selon moi, pour que l'écosystème perdure sur un sujet mathématique très basique, hein, mais voilà. Après je sais pas si les pouvoirs publics peuvent y faire grand chose, c'est peut-être juste une question de temps, il faut croiser les doigts quand ça arrive. Non, bien sûr que c'est un énorme sujet, mais en gros, notre écosystème, alors d'abord, il faut quand même que nous soyons tous conscients qu'on a chacun notre biais. C'est-à-dire qu'en fonction de la position dans l'écosystème, on va avoir une vision différente. Je prends l'exemple. C'est-à-dire, quand tu es arrivé à un stade donné, tu as réussi à donc passer le stade d'avant, tu considères que donc c'était pas si compliqué, c'était peut-être dur, mais tu as réussi. Les stades d'après font beaucoup plus peur. Donc on parfois survalorise le fait que c'est plus difficile en grosse qu'en early. Là où quand tu regardes la pyramide française, elle est plus pyramidale que chez les anglo-saxons, la pyramide est écrasée vers le bas. Donc il y a beaucoup plus de startups early stage que de startups en grosse relativement. Mais surtout notre pyramide est 2 fois plus petite qu'au Royaume-Uni. Donc c'est à tous les étages qu'il faut réussir à l'augmenter. Ça, je bats un petit peu contre parfois cet élément qui dit non mais c'est bon, on est en stage, on est bon, mais ça, c'est les gens qui disent ça, c'est des gens qui ont passé leur stage et ceux qu'on voit au chapitre. Tous les autres qui n'ont pas vu au chapitre parce qu'ils n'ont pas réussi, ils sont plus là pour le dire qu'il y a un problème ou qu'il n'y a pas de problème. Donc il faut faire attention à ces biais. Notre pyramide est 2 fois plus petite à tous les étages et donc il faut la rendre 2 fois plus grosse partout. Et donc c'est un sujet de financement et un sujet d'exit évidemment puisque c'est un sujet dynamique. Mais on a besoin d'argent à tous les niveaux. Il faut qu'on augmente les volumes partout. Et si tu augmentes les volumes, par exemple, avec cette magnifique mesure de entreprises, parce que tu vas soutenir un petit peu plus le bas de la pyramide, ça permet au fond d'aller un peu moins bas et de remonter un petit peu. Voilà, donc c'est un système, c'est comme l'emploi, c'est un système dynamique. D'accord. Et bien alors justement, on va peut-être passer à ce fameux rapport, le rapport Paul Midi. Est-ce que, déjà, pourquoi ce rapport est arrivé a émergé dans ta tête ou dans la tête de quelqu'un d'autre? Comment la genèse du problème? Tu avais deux éléments de contexte. Le premier, c'est que le président de la République, dans sa campagne de 2022, avait fait plusieurs promesses sur l'écosystème. Je fais très simple sur les 2 gros objets. Il y avait un pour le financement des startups en early stage, c'est reproduire le système anglais SEIS qui cartonne au Royaume-Uni, qui permet d'élever auprès des particuliers 2 milliards d'euros chaque année. Ça fait 30 ans que ça existe et ça permet de créer 25 000 emplois chaque année. Et tu verras, pour revenir à la question des licornes, moi je mets toujours en parallèle les levées de fonds et l'emploi qu'il y a derrière. 2 milliards et 25 000 emplois au Royaume-Uni, c'est ça le dispositif anglais dont tu parles, c'est celui qui permet aux business angels de se faire rembourser qui permet de défiscaliser une partie de leur investissement à l'entrée et de sortir de leur base imposable une partie de leur perte à la sortie. C'est un truc hallucinant pour la France. Enfin, en tout cas, c'est difficile à concevoir, je trouve, pour nous de mettre ça en place. Mais oui et non. D'abord, on vient de le faire sur la fiscale d'entrée, c'est ça, c'est une partie de la mesure. Oui, non, mais à l'entrée, c'est oui. La sortie. À la sortie, je te rappelle quand même que quand tu investis dans un centre de fonds, les FCPR ou d'autres, tu n'es pas fiscalisé à la sortie sur tes plus-values. Oui, mais là, c'est sur la perte. Là, c'est sur la perte, exactement. C'est encore plus incitatif. Exactement, c'est encore plus incitatif. Et donc, alors, tu as aussi des mécanismes qui ne t'enlèvent pas de la fiscalité, mais qui te font un report de fiscalité. C'est le 150 BTR, peut-être que tu connais, évidemment. Qui est en fait, comme à la fin, c'est reporté d'une façon indéfinie, personne ne la paye la flat tax à la fin. Donc, on a aussi ce type de mécanisme. Par contre, ce qui est vrai, c'est que, on n'avait plus de mécanisme de défiscalisation à l'entrée qui marche pour les startups. Et 2, on a des mécanismes de défiscalisation à la sortie qui sont moins généreux que le système anglais. Mais la différence, c'est quoi? C'est qu'on a 2 milliards d'euros au Royaume-Uni et 25 000 emplois chaque année grâce à ce système. Donc le président, il a dit, il faut faire ça. Premier élément de contexte. Deuxième élément de contexte, vous le connaissez bien, c'est la baisse des levées 2022-2023, moins 40%. Et donc, je dirais l'impératif conjoncturel d'aller encore plus vite sur les mesures de soutien à l'écosystème. Voilà. C'est ça qui a généré le fait de lancer cette mission.
Bon, il y a eu beaucoup de mesures, tu as rencontré, je crois, 400 personnes, c'était ça. Elle était obligée tu peux nous en citer que 3? Eh bien, j'en cite 3. Je vais citer un. Non, je le connais assez bien. J'en oublie parfois certaines, mais je les connais assez bien. Non, je dirais 1, la mesure jeune entreprise, dans laquelle je dirais 2 choses. 1, on met une incitation fiscale qui fait que les investisseurs business angels qui vont investir dans les JEI vont avoir une réduction d'impôt équivalente à 30 à 50% de leur investissement, jusqu'à 50 000 euros d'impôt hors du plafond des niches fiscales, ce qui est une phrase très importante pour ceux qui sont business angels ou investisseurs particuliers. Premier élément. Deuxième élément, c'est le fait de doubler l'accès à tout le programme JEI, inclut cette mesure, avec 2 nouvelles catégories. 1, les JEIC, Jeunes Entreprises d'Innovation et de Croissance. Pour toutes celles, vous savez, les JEI, c'est quand on est à plus de 15% de dépenses R&D. On rajoute une catégorie pour celles qui sont entre 5 et 15%. Ça permet de doubler le nombre d'entreprises qui sont éligibles à tout le dispositif. Je vais en citer 4. 3, première fois qu'on met un statut de Deep Tech en bon français, JEIR, pour toutes celles qui dépensent plus de 30%. Et je mentionnerai les fonds universitaires, le lancement de 10 fonds universitaires, financés à 30% par France 2030, auprès de 10 meilleures universités de sciences, et par exemple Paris-Saclay, qui lève son fonds, pour développer la Deep Tech en particulier. Moi, je vais me permettre de citer une autre mesure de ton rapport. Tu parles de mobiliser les grandes entreprises et les acteurs institutionnels. J'aimerais bien savoir comment tu fais pour faire ça, pour t'assurer pour les inciter à investir et potentiellement même pour flécher leurs investissements dans des secteurs qui t'intéressent. Je ne sais pas si c'est prévu ou... Alors, l'objectif, c'est de mobiliser plusieurs milliards d'euros dans la poche de nos grands groupes. On a 300 grands groupes en France, il y en a 40 qui ont un fonds de corporate VC. Si on n'en avait pas 40, mais 50, 60, 70, 80, ça ferait quelques milliards en plus. Comment on fait? Eh bien, on fait ce qui s'appelle poliment une initiative de place. Comme on a fait avec les assureurs, c'est l'initiative Tibi. Tibi 1, 6 milliards, Tibi 2, 7 milliards, qui est en cours, où on les a tous mis autour de la table, avec le président de la République autour de la table, et le président de la République leur a dit « on a besoin de vous, que vous vous engagiez sur des montants d'investissement supérieurs à ceux que vous faites d'habitude dans le non-coté, ou en tout cas dans les fonds d'investissement qui vont investir dans les startups. Voilà, parce que c'est important pour la nation et que vous êtes des acteurs importants de la nation. Voilà, on les mobilise, on les met autour de la table, on les fait travailler. C'est non contraignant, évidemment. C'est non contraignant. Ils sont fortement incités. C'est incité parce que, quand c'est le président de la République qui demande, ça donne un petit peu plus envie de répondre, normalement. Et 2, parce que les assureurs en particulier, mais c'est vrai pour nos grands groupes, ils sont très régulés. Et donc, normalement, ils essayent d'avoir des bonnes relations avec l'État et avec le président de la République. Et comme c'est des gens aussi on essaye de faire en sorte qu'ils soient les plus bénévolents possibles, ils le sont aussi. Et puis après, tu as un effet de groupe. T'as pas envie de faire moins bien que ton petit copain qui est autour de la table, et tu crées une émulation, et ça permet d'aller chercher quelques milliards. On l'a fait avec les assureurs, et je pense qu'il faut qu'on le fasse avec nos grands groupes. Et les assureurs ont en effet investi les fonds promis? Oui. C'est toujours difficile à calculer, on peut avoir, je pense, 1 ou 2 heures de débat là-dessus, mais on dit que Tibi1 c'est 6 milliards, après, quelle part de cannibalisation? Difficile à dire, mais je pense qu'on peut dire que ça a apporté plusieurs milliards à l'écosystème, donc c'est vraiment pas un faux truc. Et je pense qu'un certain nombre de fonds ici ont bénéficié, que c'est des fonds Tibi. Je pense que ça a drivé plusieurs milliards, et ça va continuer à driver plusieurs milliards d'euros avec Tibi2. Sauf que là, c'est un peu plus difficile parce que effectivement, les taux sont montés, donc ils ont moins d'intérêt à investir dans les startups, dans les fonds. Et quand ils se sont fait un peu tendre le bras une fois, ça fait, tu as plus mal en avance la deuxième fois, on dit je vais te tendre le bras. Donc voilà, donc c'est pas indéfini, mais ça a vraiment lancé une dynamique, et ça permet aussi aux assureurs
d'avoir vu que ces investissements, ils ont été rentables aussi. Et il y a une mesure que tu aurais aimé qui passe et qui finalement n'est pas passée, tu es un peu dégoûté. Alors, oui, je citerai deux exemples. Celle-là, alors c'est pas qu'elle n'est pas encore passée, elle n'est pas encore passée, mais c'est pas encore trop tard. Je pensais qu'on aurait à nouveau, pendant le budget en octobre-novembre, l'année dernière, comme l'année d'avant, un débat sur les taxes sur les surprofits. Et je trouvais que cette mesure était une bonne réponse pour dire non, on ne va pas faire de taxes supplémentaires, puisqu'on ne fait pas de taxes supplémentaires depuis 2017. Par contre, on va demander une mise à contribution de nos grands groupes pour aller investir dans l'emploi, dans la réindustrialisation, dans la transition écologique. Je donne l'exemple qui est du groupe Total Énergie. Moi, je trouverais super qu'ils nous fassent un fonds d'1 milliard d'euros dans la green tech. Et je suis sûr que, un, qu'il serait rentable. Deux, ça leur permettrait d'économiser énormément de fees auprès de Publicis ou d'Avas, je ne sais pas quelle est leur agence, parce que c'est un groupe, c'est le groupe, je crois, c'est factuel, qui est le plus détesté en France. Et je pense que s'ils mettaient un petit ticket dans chacune des green tech françaises, d'abord ça donnerait un bon élément de communication sur le fait qu'ils ont envie de passer de Total à Total Énergie. Mais en plus, je pense que voilà, ça leur économiserait un peu comme. Donc je le dis un peu caricaturalement, voilà. Donc ça, j'aimerais que cette mesure elle soit mise en place et on faudra trouver la vague politique, le moment politique où ça sera le bon moment pour le président pour s'en saisir, parce que éminemment c'est le président à s'en saisir. Et l'autre truc où j'étais dégoûté, pour le coup vraiment, c'est pas raté encore, mais c'était le fait que pour les JE hier, j'avais proposé que donc les jeunes entreprises d'innovation de rupture, les startups deep tech, on les aide pas pendant 8 ans comme pour les JI, mais pendant 12 ans, parce que la deep tech c'est plus long. C'était passé en première lecture à l'Assemblée nationale, le Sénat a tout scratché pour des raisons mauvaises, donc on a remis, et dans la bataille on a perdu ces 12 ans. Ça devait de toute façon commencer le 1er janvier 2025, donc d'ici là on va encore avoir une loi budgétaire, donc je désespère pas de la faire passer, mais ça j'avoue que j'étais un peu dégoûté. Et donc là, toutes les lois du rapport sont votées? Non, on a calculé à peu près en gros un tiers qui a été mis en place, voté ou lancé, un tiers qui est en cours et un tiers qui n'a pas avancé. C'est lequel, le tiers lancé et le tiers en cours? Il y a 30 mesures. Donc, oui, mais voilà. Tu as 3 blocs. En fait, c'est transverse aux 3 blocs. Mais en gros, dans ce qui génère de l'impact, tu as la mesure jeune entreprise qui peut aller chercher plusieurs milliards dans les prochaines années. Tu as une quinzaine de mesures techniques de fléchage de l'épargne qu'on a passé dans la loi industrie verte. Et tu as la mesure sur les fonds universitaires qui est lancée. Les universités y travaillent. Ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, hein, c'est plutôt une mesure bottom-up que top-down. Donc ça, c'est dans le premier tiers. Voilà, dans le deuxième tiers, il y a pas mal d'autres choses. Et les fonds universitaires vont être constitués d'argent que les universités vont elles-mêmes aller chercher? Alors, l'idée, mais ça sera différent pour chacun des fonds universitaires, c'est qu'il y a une partie qui vient du financement public via les fonds propres de France 2030, c'est le FNA, et le reste levé auprès de financeurs privés, qui peuvent être des LP classiques ou des grandes entreprises, parce que, tu vois, si tu fais le fonds de l'université Aix-Marseille, je ne doute pas que dans le fonds universitaire de l'université Aix-Marseille, CMA-CGM, avec Rodolphe Saadé, aura à cœur de mettre un peu d'argent. Voilà. Passer à côté de cette opportunité. Pour finir juste sur le rapport et les mesures évoquées, tu parles de flécher l'épargne des Français. Juste, ça, c'est envisageable vraiment? C'est possible qu'un jour l'épargne des Français finance le venture capital? Oui, c'est ce qu'on fait avec l'incitation fiscale. Oui, bien sûr. Voilà, tu vois, c'est ça le truc, c'est que tu as 3 leviers pour le faire. Le premier levier, le plus direct, c'est ce qu'on fait, c'est l'incitation fiscale. Si tu as de l'impôt sur le revenu, tu peux faire la défis dans plein de sujets, essentiellement dans l'investissement immobilier, tu peux investir dans les girardins industriels. Vraiment, tu as face à toi une palette énorme de défiscalisation. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup trop qui sont sur des secteurs beaucoup moins productifs que nos secteurs innovants qui créent beaucoup plus directement de l'emploi, et puis c'est pas juste créer de l'emploi, c'est la souveraineté technologique, etc. Donc le fait de mettre des incitations fiscales suffisamment meilleures que sur les autres sujets, le particulier qui paye de l'impôt, il se dit où est-ce que je vais
défiscalisé et il se dit ah tiens finalement c'est peut-être pas mal ce truc de start-up. Voilà. Donc ça c'est une façon de flécher. Une autre façon c'est et c'est là les mesures techniques sur par exemple je vais essayer de pas être trop technique mais est-ce que certains dans la salle ont un PER, un plan épargne retraite? Vous voulez lever la main. Voilà, donc on a quand même un petit tiers, 20% qui ont un plan épargne retraite, c'est-à-dire que vous avez investi de l'argent dans la retraite par capitalisation. Il y a la moitié des Français qui choisissent dans quoi ils investissent, et l'autre moitié qui disent oh, j'en sais rien, mettez-moi le truc par défaut. Ce truc par défaut, il est défini par décret gouvernemental, et donc on change de décret et on dit tiens, on va mettre une part qui sera de ces investissements de toutes ces personnes, qui ira vers l'innovation et le non-coté, nos PME, etc. Ça, c'est la partie, une façon de flécher. Puis une troisième façon. Ça a été mis en place. Ça c'est mis en place, c'est dans la loi industrie verte. Donc maintenant, tout possesseur de PER. Alors, je ne sais plus la date d'application, donc voilà, mais il y a un moment où oui, le taux qui ira vers le type d'entreprise via les PER, pour ceux qui ont choisi l'investissement par défaut, sera augmenté. Donc c'est dans les quelques mois, je ne sais pas où c'est peut-être en application, je n'ai pas la date exacte. Et puis troisième façon de flécher mieux notre épargne, c'est quand on demande aux assureurs qui possèdent notre épargne de l'investir dans les fonds Tibi. C'est une autre façon de flécher. Voilà. Donc c'est comment on fait en sorte que notre stock de 10 000 milliards d'épargne, au lieu qu'il aille pour financer de l'immobilier, c'est important, il faut qu'on construise des logements, pas de débat, on a aussi un petit peu de bulle immobilière, au lieu de payer pour défiscaliser dans du non risqué, moi je préfère que l'État paye pour défiscaliser dans du risqué créateur d'emplois, d'innovation et qui nous permettra de faire la transition écologique. On va terminer avec c'est quoi l'avenir? Allez, les 10 prochaines années. Je vais un peu casser l'ambiance, mais tu penses que par exemple BPI devrait disparaître? Alors, je pense surtout pas. Alors, si les capacités de BPI étaient remplacées par des capacités de financement privé bien supérieures, on pourrait s'en passer. Est-ce qu'aujourd'hui on sait quel pourcentage des fonds investis en start-up représentent BPI, que ce soit en direct ou en indirect? Alors, c'est une bonne question, je ne veux pas dire bêtise. Je sais qu'ils ont 55 milliards d'actifs, et je crois que Nicolas Dufour dit qu'il est dans une start-up sur deux, en gros, un truc comme ça. Le problème, j'ai pas la start-up. Mais Charlie, tu l'as. Je dis 30% à la louche, mais je pense que c'est. Le problème, c'est qu'on n'a pas tous la même définition de la start-up. Quand je pense que. Je crois que le chiffre, c'est à peu près une start-up sur deux, dans une vision qui est pour moi un petit peu restrictive des startups, c'est la façon dont par exemple compte la French Tech ou va compter France Digital, c'est on a 15 à 20 000 startups en France. Moi je pense qu'on en a 1 million, mais ça c'est un autre sujet, je vais un peu loin dans l'autre sens. Donc ils sont extrêmement présents dans l'écosystème. C'est une forme d'hypertrophie, mais pourquoi on l'a et pourquoi on est très content d'avoir? Et on n'en aurait pas besoin si on avait des fonds de pension. Sauf qu'on n'en a pas. Donc il faut bien trouver une autre façon de financer. Et donc on a hypertrophié le financement public, la banque d'investissement public, et on est très content que ce soit le cas. Donc oui, dans un futur très lointain, si on a trouvé des formes de financement privé alternatives tellement puissantes qu'on n'a même plus besoin des 55 milliards de BPI France, oui, ok. Mais bon, je pense que ça ne va pas être tout de suite. Donc non, je ne ferai pas ce vœu. Moi, j'en ferai 3 des vœux. Le premier, c'est qu'on arrive le plus vite possible à doubler la taille de notre écosystème pour pas être seulement numéro 1 d'Europe continentale, mais numéro 1 d'Europe, inclus le Royaume-Uni. Voilà, il faut se donner des objectifs parfois, mais ça, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas. Et je le dis parfois à certains publics d'une façon un peu caricaturale, parce que moi je suis très pro-européen, et n'oubliez pas qu'il faudra aller voter le 9 juin pour les élections européennes. Je pense que notre position française, on peut être la Californie de l'Union européenne. Voilà. Donc c'est une façon, bien très caricaturale de le dire, mais pourquoi je propose qu'on soit les numéro 1? Parce que j'aimerais bien que ce soit notre positionnement de la France dans l'Union européenne. Ça ne veut pas dire que les autres ne doivent pas innover, mais c'est-à-dire que c'est bien si ça se passe d'autant plus chez nous. Donc premier vœu, qu'on fasse x2. Deuxième vœu, c'est qu'on élargisse bien le panel d'innovation, parce qu'on a été très focalisé sur le digital, le SaaS B2B, c'est super, il faut continuer, il y aura énormément d'opportunités, mais l'innovation, elle est sur tous les sujets, inclus l'innovation sociale, voilà, il y en a partout, et on peut faire de l'innovation de rupture aussi sur les sujets d'innovation sociale. Mais il faut qu'on arrive à bien avoir le focus de la deep tech,
Voilà, élargir un peu l'innovation, mais aller de plus en plus vers la deep tech. Parce qu'avec la deep tech, on accroche les sujets de souveraineté et de réindustrialisation, de création d'emplois industriels. Et en plus, je pense qu'on a des capacités dans nos organismes de recherche, dans nos universités, dans nos labos, qui sont extrêmement sous-exploités, et donc on gagnerait à bien les exploiter. Ça, c'est le deuxième vœu. Et troisième vœu, c'est qu'il faut qu'on féminise l'écosystème et qu'on le rende plus divers. Mais on va déjà... je pense que si on arrivait à le féminiser, ce serait déjà aussi une bonne première étape. Et j'ai l'impression que ce serait presque plus facile de le rendre plus divers que de le féminiser aujourd'hui. Et donc voilà, il faut qu'on arrive à renverser la table sur ce sujet-là, parce que la situation, elle est catastrophique. Moi, je suis vraiment un grand... je passe mes journées à expliquer pourquoi cet écosystème, il a beaucoup de valeur politiquement et pour notre pays et pour l'Union européenne. Donc je mets beaucoup en avant plein de qualités, mais il y a un truc qui ne va pas du tout, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes, et ça se voit d'ailleurs comme d'hab dans notre public ce soir. Il y en a plus que d'habitude, je trouve. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Tu as évoqué les sujets de souveraineté, on en a parlé un petit peu au début. Quand on sait qu'il y a peu d'exits, que souvent les grosses exits se font par des acheteurs étrangers, américains ou autres, est-ce que c'est des sujets que vous avez évoqués? Comment vous pensez, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de tempérer ça? Je ne sais pas si tu te souviens de l'épisode Dailymotion et un moment pour. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se repasser? Est-ce que pour toi ce serait une bonne chose? Alors oui, c'est un sujet, ça c'est très clair. Ça va être d'autant plus un sujet qu'on est dans un monde qui devient compliqué, parce qu'on a d'un côté la Chine qui soutient la Russie qui a envahi l'Ukraine, donc une porte de l'Europe, et bientôt, j'espère, je l'appelle de mes vœux, dans l'Union européenne. Et de l'autre, les États-Unis qui ont l'air d'être bien partis pour aller réélire Donald Trump pour la deuxième fois. Donc, les amis, d'autant plus, là, il va falloir collectivement, pour tous ceux qui n'étaient pas encore convaincus qu'il faut qu'on fasse l'Union européenne et qu'on soit souverain, il faut qu'on sorte de la période post-Deuxième Guerre mondiale où on a considéré, beaucoup de nos partenaires européens ont considéré, beaucoup moins la France, mais que c'était assez confortable d'être un petit peu les vassaux des États-Unis, ou d'être en tout cas sous la coupe des États-Unis, sous la protection des États-Unis, etc. Moins en France, c'est moins prégnant, mais c'est très prégnant, c'est beaucoup la moitié de nos partenaires européens, et donc il faut qu'on sorte de ça. Et donc un des éléments de la souveraineté, c'est qu'on soit capable de financer nous-mêmes nos entreprises. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Moi je propose deux choses. Et en faisant attention, pardon, je fais un petit caveat, mais comme on est en campagne électorale, il faut que je fasse attention à ne pas tenir de propos électoraux, parce que si je tiens les propos électoraux, on va devoir mettre la location de cette salle dans le compte de campagne de Renaissance, donc ça va pas être sympa. Mais voilà, à titre personnel, je vois deux pistes sur lesquelles on pourrait travailler. La première, c'est que France 2030, je pense que c'est un super programme, faisons-le au niveau européen, faisons Europe 2050 avec 1000 milliards d'investissements, pas 50 milliards, 1000 milliards au niveau européen, et avec de la dette commune. On a passé un pas historique, on a réussi à faire de la dette commune pour faire le plan de relance en Europe, super. La meilleure raison pour faire de la dette, c'est pour investir dans le futur, innover, et donc c'est les programmes type France 2050, ou France 2030, pardon. Et donc faisons-le en européen. Et revenons sur ce qui plaît beaucoup à nos concitoyens européens, la politique des grands projets européens. Faisons-le, mais faisons-le pas en disant tiens, on va décider que telle entreprise va nous faire Airbus ou va nous faire Ariane. On fait un plan comme France 2030, on définit 10 priorités, on met le paquet pour faire l'avion bas carbone, on met le paquet pour faire l'intelligence artificielle européenne, on met le paquet pour faire l'Europe de la défense, etc., etc. Donc ça c'est une piste, et deux autres pistes, pardon. Une deuxième piste qui est un peu plus technique, mais qui est... non, j'ai même 4 pistes, pardon. Ça, c'est important. Un grand plan de ce type-là. Il faut qu'on fasse l'union des marchés de capitaux. C'est un gros mot, mais c'est un gros sujet. C'est comment on arrive à mettre plus de fluidité dans les capitaux européens pour se financer nous-mêmes. Et c'est par exemple la proposition de Bruno Le Maire de créer un produit d'épargne européen
qui permettrait de flécher l'épargne des Européens vers l'innovation. C'est le fait de s'assurer que les critères de la BCE ne soient pas uniquement sur le fait de revenir à 2% d'inflation, mais de faire comme la Banque centrale américaine, de partir sur des concepts d'aller au plus fort potentiel de l'économie. Voilà, c'est donc avoir aussi cet objectif-là. Et puis quatrième, je pense qu'il faut qu'on fasse un Buy European Tech Act pour que la dépense, les achats publics et les achats des grandes entreprises, il y ait des quotas pour qu'ils soient fléchés sur les entreprises européennes. Voilà. Si on arrive à faire tout ça, je peux vous dire qu'on sera bien. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un ministre qui reste un peu plus de 2 ans aussi en exercice et qui connaisse très bien ces sujets, un peu comme un Bruno Le Maire, mais tout. Sûrement. Ça, je ne suis pas encore à un stade de ma carrière politique où c'est moi qui nomme les ministres. Donc je te propose, en tant que journaliste, de t'adresser aux personnes concernées. Dernière question, Paul, c'est des ambitions politiques, on te reverra dans quelques années peut-être, quelque part? Alors, j'ai pas l'intention de m'arrêter ce soir. Sauf si vraiment il y a un drame dans mon cocktail ou je ne sais quoi. Mais oui, bien sûr, moi j'ai bien l'intention de continuer à bosser, à faire le travail collectif, chacun à sa place. Et je pense qu'il y a beaucoup de sujets devant nous. Moi, j'ai passé pas mal de temps sur la partie financement parce que je pense que c'est la mère de bataille. J'aimerais aussi passer d'une façon ou d'une autre du temps sur la partie de la formation et des talents. Et en particulier, un sujet qui a retenu mon attention très forte dans le rapport de la Commission de l'intelligence artificielle, par rapport qui a été rendu hier. La première des priorités qu'ils ont données dans leur SIDAX, c'est la formation massive de tous les Français à l'intelligence artificielle. Donc pas pour qu'ils soient tous développeurs ou qu'ils soient tous en capacité de bosser chez Mistral, mais que de la même façon qu'aujourd'hui sur le marché de l'emploi, si vous savez utiliser Word, Excel ou PowerPoint, ou parler anglais, c'est différent que si vous ne savez pas, eh bien il faut dès aujourd'hui que massivement les Français soient formés aux outils de l'intelligence artificielle, parce que c'est comme ça qu'on va en tirer les gains de productivité les plus forts, parce que si on est les derniers à se mettre à l'IA dans les pays du monde, il n'y aura plus de gains de productivité à aller chercher. Donc ça, c'est une urgence. Et il faut que ce soit non pas une peur pour les Français à l'intelligence artificielle, mais une façon de s'émanciper, une façon de choisir son métier, et une façon d'aller plus loin dans sa carrière aussi, et de trouver un emploi. Déjà, ça commence par ça. Merci à tous. Merci Paul, merci Charlie. J'espère que... Merci. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Petite auto-promo, on parle de Beyond Aero qui a fait un premier avion à hydrogène là, récemment. C'est une boîte accompagnée par Angel Square. Voilà. Il y a une autre boîte accompagnée par Angel Square qui est là ce soir avec sa fondatrice Tiffen qui nous a fait des couverts comestibles, parce qu'il y a 2-3 trucs à grignoter. Je vous encourage à aller goûter et utiliser les couverts de Tiffen qui pourraient peut-être être à l'Élysée un jour. Les couverts, je parle. Et voilà, il y a des couverts Couvi, accompagnés par Angel Square également sur leur levée en cours. Voilà, et j'en ai terminé. Merci à tous. Merci.